48 camions, engloutis dans la nuit. Un silence suffocant. Mais que transportaient-ils réellement? Imaginez, sous la lune impassible du sud du Burkina Faso, une colonne de 48 camions glisse sur l'asphalte, moteur à peine audible, phares éteints. Officiellement, ces camions livrent de l'aide humanitaire, du riz, des médicaments, des couvertures. Mais, sous la bâche, tout est mensonge. Chaque remorque abrite un secret mortel, des caisses d'armes neuves, emballées sous des faux papiers. Pas de riz, pas de vaccin. De l'acier, de la poudre, de quoi armer une armée entière. Valeur totale? 700 millions de dollars. Oui, 700 millions. Assez pour acheter la guerre, assez pour tuer la paix. Ce n'est pas du simple banditisme. Aucun trafiquant ordinaire ne pourrait orchestrer pareil convoi. Il s'agit d'un plan conçu pour briser un pays avant même le premier tir, pour semer la discorde, pour abattre la confiance avant l'assaut. Une attaque contre la souveraineté, menée dans l'ombre. Pour prendre la mesure de ce danger, souvenez-vous d'autres moments où l'arme cachée a servi de détonateur. En Colombie, dans les années 80, des cargaisons d'armes sont infiltrées dans des camions de denrées alimentaires, déclenchant des décennies de conflits. En Syrie, au début de la guerre civile, des containers censés contenir du matériel médical s'avèrent chargés de fusils et de grenades, précipitant la population dans l'horreur. Si cette nuit était restée secrète, les conséquences seraient catastrophiques. Manipulation en cascade, institutions vidées, sociétés prises en otage. Qui tire les ficelles? Jusqu'où sommes-nous prêts à fermer les yeux? Pour comprendre comment ce piège a été déjoué, revenons ensemble à la nuit du 19 août. Tout a commencé par un détail anodin, presque invisible, mais qui a tout changé. C'est là que l'histoire bascule. Dans la moiteur oppressante du Sud, la vigilance d'un homme fait la différence. Le capitaine Moussa Kabaré, vétéran de plusieurs opérations contre les bandits du Sahel, est de garde cette nuit-là. Il repère, à travers sa lunette thermique, une silhouette inhabituelle. Il ne s'agit pas d'un groupe de villageois, ni d'un convoi de pêcheurs, mais bien d'une procession fantomatique. 48 véhicules, phares éteints, glissant sur des pistes oubliées. L'alerte bondit jusqu'au sommet de l'État. Ibrahim Traoré, impassible devant ses écrans, ordonne d'une voix tranchante. Pas un seul tir, pas un blessé. La maîtrise doit être totale. Les forces spéciales se déploient, les drones s'envolent. À l'aube, le piège se referme sur une route déserte. Pas un cri, pas un coup de feu. Seule la stupeur muette des chauffeurs, encerclés, incapables de comprendre. La vérité tombe, brutale. Sous les bâches estampillées du logo humanitaire, aucune trace de riz ou de farine. À la place, des caisses flambant neuves, fusils automatiques, munitions, lance-grenades, équipements tactiques, brouilleurs, radios cryptés. Chaque camion recèle une part de cet arsenal. Certains transportent du matériel de communication, d'autres des munitions entassées comme du maïs. Pour donner une image concrète, imaginez. Dans un seul camion, on retrouve assez de fusils pour équiper 3 compagnies d'infanterie, soit près de 150 soldats. On découvre également des drones de reconnaissance, dissimulés sous des sacs de farine. Très vite, l'enquête dévoile l'ampleur de la machination. Les camions proviennent de plusieurs provinces, avec des plaques falsifiées et des itinéraires minutieusement modifiés. Tout a été pensé pour passer inaperçu. Mais à l'aube, le plan s'effondre. Ce convoi n'est pas un simple trafic. C'est une opération de sabotage, minutieusement orchestrée pour semer le chaos. Si ces armes avaient circulé, la guerre civile menaçait. L'effondrement de la société, la fin de tout contrôle sur le destin national. La souveraineté du peuple tenait à un fil, frôlant la rupture sous le poids de la trahison. Pour mesurer la portée d'un tel complot, rappelons-nous l'histoire du Libéria dans les années 90. Un convoi d'armes, passé inaperçu, a suffi à armer des milices et à plonger le pays dans une décennie de guerre civile. Les conséquences, centaines de milliers de morts, institutions pulvérisées, enfants soldats enrôlés de force. Au Rwanda, en 1994, la livraison secrète de machettes et de fusils a précédé la tragédie du génocide. Le choc de cette découverte force le pays à s'interroger.
D'où venait cet arsenal et qui tirait les ficelles dans l'ombre? Une traque commence, révélant que l'ennemi n'est pas toujours celui que l'on croit. Derrière chaque caisse s'étalait un nom, derrière chaque signature, la marque d'une trahison. Quand les scellés sautèrent, la vérité éclata comme un éclair dans la nuit. Les criminels n'étaient pas de simples passeurs, mais une coalition tentaculaire. Ministres, généraux bardés de médailles, hommes d'affaires insoupçonnés, jusqu'à des diplomates venus de l'étranger. Ensemble, ils tissaient dans l'ombre une alliance que personne n'aurait osé imaginer. Les preuves affluaient, chaque découverte révélant une strate nouvelle du complot. Les origines des armes racontaient une histoire de collusions insidieuses. Certaines caisses portèrent des lettres arabes venues de Libye, d'autres les traces du Yémen, et plusieurs étaient gravées à la hâte de codes étranges, plus tard déchiffrés comme ceux de l'OTAN. L'arsenal avait traversé l'Europe du Sud, caché sous le masque de l'aide humanitaire. Mais le coup de tonnerre vint de François Bongo. Haut fonctionnaire respecté, il finit par céder sous la pression de l'interrogatoire. Il dévoila le nom de l'opération, Restauration de la démocratie. La démocratie. Derrière ce slogan, des comptes offshore, des mallettes d'argent, des réseaux cryptés reliant des consultants européens et des sociétés écrans, tous moteurs d'un même dessein. Leur objectif? Non seulement renverser le régime, mais acheter la souveraineté du pays. Placer leurs pions au poste stratégique, transformer la nation en marionnette d'intérêts étrangers. Les promesses de stabilité, de reconstruction, n'étaient que des façades pour mieux dépecer l'avenir du peuple. La trahison n'était plus une rumeur chuchotée dans les couloirs. Elle trônait dans les ministères et les salons dorés du pouvoir, là où la confiance publique aurait dû être inviolable. Les institutions elles-mêmes étaient devenues des armes aux mains de ceux qui avaient juré de les servir. Pour illustrer, souvenons-nous du scandale Irangat aux États-Unis, où des hauts responsables ont secrètement vendu des armes à des milices, tout en affirmant défendre la paix. Dans ce cas, la vérité n'a émergé qu'après des années d'enquête, provoquant une crise de confiance nationale. Au Burkina Faso, la trahison est révélée en pleine lumière, accélérant la prise de conscience collective. Face à ces révélations, la confiance collective vacilla. Le peuple découvrit que l'ennemi pouvait être ce voisin affable, cet élu croisé chaque matin. Les fondations de la nation tremblaient, minées de l'intérieur, là où tous détournèrent le regard. Pour la première fois, la peur se mêla à la colère. Mais une question brûlante surgit. La nation allait-elle s'effondrer ou transformer ce poison en force nouvelle? Mais l'onde de choc ne s'arrêta pas là. Un autre secret, prêt à éclater, menaçait d'embraser tout ce qui restait debout. Et si la victoire ne résidait pas dans la destruction, mais dans la transformation? À l'aube, la grande place de l'indépendance est noire de monde. Un peuple debout, tendu, observe en silence les armes saisies, fusils, grenades, munitions. Ce ne sont plus seulement des outils de mort, mais la preuve éclatante d'une trahison exposée devant tous. Les camions sont déchargés sous les regards attentifs. Les caisses s'empilent, mais cette fois, personne ne les saisit pour tuer. Au contraire, des forgerons venus de chaque province allument les feux. Le métal chauffe, crépite, se tord. La transformation commence. Peu à peu, devant le peuple, les armes s'effacent dans la chaleur des forges. Elles renaissent sous forme de cloches d'école, de pupitres, de bêches et de socs. Les grenades, vidées, sont transformées en système d'irrigation pour les champs assoiffés. Ce qui portait la mort devient source de vie. Ce geste n'est pas inédit. En Afrique du Sud, après l'apartheid, des armes saisies furent fondues pour créer des statues symbolisant la paix. En Sierra Leone, lors de la campagne « Armes pour outils », les villageois apportèrent leurs armes contre des outils agricoles. Ici, c'est la nation entière qui assiste à la métamorphose. Ibrahim Traoré s'avance, la voix ferme. Avec ce métal, nous bâtirons 100 écoles, 50 cliniques, 1000 kilomètres de canaux d'irrigation. Ce ne sont pas de simples promesses. Chacun comprend ce que ces chiffres signifient. La possibilité d'un avenir forgé dans la connaissance, la santé et la terre nourricière. Pour donner vie à cette vision, des plans concrets sont annoncés. Chaque province recevra au moins une cloche d'école.
Chaque district bénéficiera d'une bêche ou d'un soc pour améliorer la production agricole. Des équipes mixtes, composées de jeunes, d'anciens combattants et de volontaires, sont formées pour installer ces équipements sur tout le territoire. Ce matin-là, un message naît de la flamme. La dignité ne se marchande pas, elle se gagne à nouveau. La peur recule, remplacée par une fierté neuve. Les élites corrompues, convaincues d'agir impunément, sont exposées aux yeux de tous. L'espoir s'ancre, mais l'émotion demeure fragile, tissée d'incrédulité et de stupeur. Pourtant, le triomphe reste précaire. Déjà, des rumeurs de sanctions, d'isolement et de représailles internationales circulent. Beaucoup redoutent le prix à payer. Le pays, économiquement vulnérable, risque de s'enfoncer dans la précarité. S'affranchir ainsi peut coûter cher, mais l'alternative serait de tout perdre. Dans cette lumière incertaine, une question s'impose. La renaissance du Burkina Faso inspirera-t-elle l'Afrique ou restera-t-elle une lueur isolée dans la nuit? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les regards du monde entier se tournent désormais vers Ouagadougou, cherchant à comprendre si ce pari audacieux tiendra face aux tempêtes à venir. Le choix du Burkina Faso n'est plus seulement un choix national. Toute l'Afrique se retrouve face à une question brûlante. Comment répondre à cette leçon de dignité? L'arrestation du convoi a provoqué une onde de choc qui traverse les frontières, attisant les regards et les tensions. Les chancelleries occidentales, inquiètes, multiplient les communiqués. Elles agitent la menace de sanctions économiques, redoutant qu'un tel acte ne fasse école et ne déclenche une vague d'insoumission sur le continent. Derrière les discours, la crainte d'un domino africain s'installe. Et si d'autres pays osaient, eux aussi, briser les chaînes? Pour comprendre la portée de cette crainte, regardons l'histoire récente. Quand la Tunisie a renversé son dictateur en 2011, la vague du printemps arabe a balayé des régimes de la Libye à l'Égypte. Aujourd'hui, un vent semblable semble prêt à souffler sur l'Afrique de l'Ouest. À l'Est, la Russie, la Chine et le Venezuela prennent le contre-pied. Ils saluent publiquement le Burkina Faso pour sa défense de la souveraineté, proposent d'intensifier leur coopération et promettent soutien technique et politique. Un nouveau jeu d'alliances se dessine. Face à ce tumulte mondial, l'Union africaine reste silencieuse. Ce mutisme surprend tant l'institution se veut d'habitude prompte à condamner ou à féliciter. Mais tout le monde ne choisit pas la retenue. Au Mali, au Niger, en Guinée, les autorités applaudissent le sursaut de vigilance du Burkina Faso et appellent à la solidarité régionale. Dans les rues de Bamako et de Niamey, des foules se rassemblent spontanément. Les slogans fusent « Plus jamais esclaves, l'Afrique aux Africains ». Sur les réseaux sociaux, la solidarité devient virale. Les hashtags « Je suis burkinabé »,« Souveraineté ou rien »,« Cloche de la victoire » envahissent les fils d'actualité. Portés par une jeunesse avide de changement, ces mots deviennent des bannières. Une énergie nouvelle traverse le Sahel, brisant les frontières héritées du passé. Pour la première fois depuis longtemps, la colère se transforme en création, la peur en espérance partagée. Un espoir fragile, mais réel. Celui d'une Afrique qui prend son destin en main. Mais 3 chemins s'ouvrent désormais. Première voie, le péril. L'isolement, les sanctions. La pression internationale pourrait étouffer l'économie et briser tout élan. Deuxième voie, la solidarité. Une intégration régionale plus forte, des alliances africaines décidées à résister ensemble aux ingérences extérieures. Troisième voie, le renouveau. Tenir les promesses sociales, fondre les armes saisies pour en faire des cloches d'école, investir dans la santé et l'éducation, prouver qu'une autre Afrique est possible. Pour emprunter le chemin du renouveau, des mesures concrètes sont proposées. Organisation d'états généraux de la jeunesse, création d'un fonds souverain dédié à l'éducation et à la santé, mise en place d'un observatoire citoyen chargé de surveiller la transparence et la redistribution des ressources issues de la transformation des armes. Cependant, le danger demeure. Les réseaux de trahison ne disparaissent pas avec un convoi intercepté. Ils se dispersent, attendent, cherchons la faille.
Seule une vigilance constante, appuyée sur l'unité du peuple et de ses alliés, permettra de déjouer la prochaine offensive. L'enjeu est colossal. Toute une génération joue son avenir, entre l'étouffement ou la renaissance. Le choix n'a jamais été aussi crucial. Mais ce choix ne dépend pas uniquement des dirigeants. Il appartient désormais au peuple, témoin et acteur de cette lutte. Une nouvelle ère s'annonce, où chaque geste, chaque voix comptera. Pour renforcer cette vigilance, des campagnes de formation citoyenne sont lancées. Ateliers sur la détection de la désinformation, cours de démocratie participative, réseaux de veille communautaire. Des radios locales diffusent des émissions spéciales pour expliquer les enjeux à la population rurale. Les écoles organisent des concours de rédaction sur le thème « Ma patrie, ma vigilance ». L'histoire ne s'arrête pas ici. Qui osera écrire la suite? Les 48 camions d'armes ont été interceptés, les plans déjoués, mais la véritable bataille commence à peine. Le Burkina Faso a prouvé que la souveraineté ne se proclame pas, elle se gagne, chaque jour, par l'audace et la vigilance d'un peuple uni. Tromperie, alliances troubles et mains étrangères ont failli confisquer notre destin. Mais face à la nuit, une lumière s'est levée. Le choix. Refuser de répondre à la peur ou à la haine et transformer la violence reçue en promesse de renaissance. 48 camions de guerre deviennent la promesse de 48 écoles où résonneront des cloches forgées dans le métal fondu des armes. La vraie victoire n'est pas seulement de repousser la menace, mais de la transformer, de bâtir demain sur les cendres d'hier. La dignité africaine s'affirme non en s'isolant, mais en rêvant, en créant, en transmettant. Chacun et chacune porte en soi une part de ce pouvoir. Si nous détournons le regard, d'autres décideront à notre place. Mais si nous agissons, même par de modestes gestes, nous devenons artisans d'une Afrique debout, fière, souveraine. Notre histoire ne se limite pas aux frontières ou aux discours. Elle grandit dans nos choix, dans notre solidarité, dans notre capacité à transformer chaque épreuve en élan commun. Ce soir, la question n'est plus « qui nous menace ?» mais « que ferons-nous de cette victoire ?» Allons-nous la laisser s'effacer ou en faire le premier chapitre d'une nouvelle ère? N'oubliez jamais la puissance d'une génération éveillée. La transformation commence ici, ensemble. L'avenir dépend de vous, de nous, de tous ceux qui refusent d'être spectateurs. Pour agir concrètement, chacun peut s'impliquer, participer à des collectes de fonds pour l'éducation, rejoindre des associations citoyennes, sensibiliser autour de soi aux dangers de la manipulation. Les communautés rurales peuvent organiser des veillées d'information, les jeunes lancer des podcasts sur l'histoire récente, les enseignants intégrer ces événements dans leurs cours d'instruction civique. Et si demain, chaque Burkinabé plantait un arbre pour chaque arme détruite? Si chaque village érigeait une stèle pour honorer la vigilance collective? Ainsi, la mémoire de cette nuit noire deviendrait la lumière qui éclaire le chemin des générations futures. Car la dignité ne se transmet pas, elle se cultive, elle se protège, elle se célèbre. Et chaque victoire, même fragile, prépare la suivante. La question de la transformation, celle de savoir comment convertir une menace en force créatrice, résonnera bien au-delà du Burkina Faso. Elle interroge chaque nation, chaque peuple, chaque individu. Face à l'adversité, choisirons-nous la peur ou le courage, la résignation ou l'audace? À vous de répondre, à nous d'agir. Ensemble,